Préface. Marie Miraflores. Lorsqu'Adam Levaque me demanda de rédiger la préface de ce livre, je fus surprise et heureuse face à ce signe d'amitié. Suite à la lecture du texte, je ne pus m'empêcher d'hésiter face à la complexité du style et de la méthode, disons, hétérogène. J'exprimais à Adam Levaque mes critiques et divergences, parfois profondes sur certains points. Il me demanda de les poser par écrit et de ne pas m'abstenir de les communiquer dans cette préface. Le livre se compose d'un ensemble de réflexions issues du quotidien de l'auteur. Il laisse transparaître sa pratique et quelques habitudes. Pour ceux qui ne connaissent pas Adam Levaque, il exerce la neurologie à Lausanne. Il s'est fait connaître dans le traitement des troubles anxieux, ce qui lui vaut la méfiance des psychiatres vaudois, menacés par ce qu'ils considèrent comme une intrusion dans un champ dont ils revendiquent l'exclusivité. Le caractère renfermé et presque confiné de l'auteur lui permet de s'adapter à l'isolement relatif qu'il subit en conséquence de l'hostilité de ses confrères. Ajoutons à cela sa passion pour les sciences sociales et plus particulièrement pour l'ethnologie qu'il a étudiée en autodidacte. Son autarcie est ainsi consolidée par l'attitude de léger mépris de mes collègues sociologues. L'idée de composer ce livre lui vint de son expérience clinique conjuguée avec la lecture des nouvelles dans les journaux. Il constata le caractère anxiogène de la rédaction des informations et décida d'entreprendre une recherche sur les rapports entre les angoisses collectives et individuelles. Ma première remarque vient du fait qu'il n'entreprend pas une analyse approfondie du rôle des médias sur ces états collectifs et surtout qu'il ne distingue pas ce qui est issu des médias et ce qui provient des phénomènes sociaux. Il dégage 6 sphères sociales aptes à déclencher l'anxiété systémique: la santé, l'économie, la technologie, l'environnement, la violence sociale et la surveillance policière. Il constate une anfractuosité entre les manifestations collectives et individuelles, dans la mesure où un traumatisme collectif ébranle un vaste ensemble d'individus, alors que les sentiments individuels sont extrêmement variables en intensité, mais également en qualité. En effet, les sentiments peuvent être opposés selon les différentes positions politiques et selon ce qu'il nomme les différentes positions subjectives. Il établit un 7e champ susceptible d'engendrer l'anxiété de vastes ensembles d'individus, les fêtes de fin d'année. Le repérage de ce rituel occidental contraste avec des domaines tels que la santé, l'économie et la politique. Le rituel est saisonnier et est relégué à une courte période de l'année, tandis que les autres structures agissent continuellement et sont pourvues d'un caractère potentiellement universel. J'avançais l'idée de développer ce dernier champ dans un travail à part, mais Adam Levaque répliqua que la discontinuité de ce champ par rapport aux autres illustrait la discontinuité présente entre l'individuel et le collectif dans chaque sphère sociale. Ma 3e remarque concerne sa méthodologie, inspirée d'un procédé ethnologique connu sous le nom d'observation participante. Je déplore ici le manque de rigueur et la mise en place d'une formule proche de l'aphorisme, démarche qui éloigne sa recherche des sciences sociales ou psychologiques. Adam Levaque désigne sa méthode comme égoscopique. En dépit de mon désaccord, je reconnais son souhait de transformer les interlocuteurs de sa vie quotidienne en informateurs et de se convertir ainsi en objet d'étude tout en englobant son entourage. Cette proposition n'est pas originale. Par le passé, elle a buté sur des obstacles insurmontables et a subi des échecs qui ont prouvé la stérilité de cette voie.
Le chemin est resté sans suite et n'a pas créé d'école. Pour conclure, j'apprécie la recherche d'Adam Levaque en tant qu'exploration esthétique capable d'ouvrir la voie à une investigation scientifique. Marie Miraflores. Avertissement. Le déroulement de cet examen des angoisses urbaines a eu lieu durant la période comprise entre 2015 et 2020. Le monde en 2020 se démarque passablement de celui d'il y a 5 ans en arrière. Au début, l'idée de la fin de l'histoire et de l'universalisation de la démocratie pouvait faire illusion. Actuellement, nous constatons une fragmentation idéologique et politique dans un monde pré-globalisé. Cependant, la politique n'est qu'un décor dans le théâtre des craintes communes. Les passions collectives ont des racines profondes dans le fonctionnement humain et mon intention est de présenter les vestiges de ces changements collectifs dans notre vie courante. Ces drames communautaires s'amplifient avec l'urbanisation galopante du monde. L'innovation, source d'espoir. Commençons ce texte par l'antidote à toute angoisse, par ce qui rassure et fonde l'espoir, par l'anti-angoisse. L'image de l'avenir inspire le meilleur et le pire. J'aurais tendance à penser que l'avenir incube le pire. Mais il est préférable de ne pas m'écouter. Les événements de la vie sociale actuelle couvrent des surprises. Nous traversons une période particulièrement tournée vers le futur. Nous guettons les signes des cadeaux à venir. J'ai un certain penchant à croire que ces cadeaux pourraient être empoisonnés. Le présent entraîne des possibles excitants. Prenons l'exemple des hautes écoles qui rêvent de devenir des incubatrices de start-up. Les jeunes pousses sont à la mode, à tel point que tout artisan indépendant se nomme PDG d'une start-up. Elles se rencontrent non seulement dans la technologie et dans le biomédical, mais aussi dans le domaine des finances et de la logistique. Start-up sonne bien. Le mot a des allures d'innovation. Si la start-up possède un nom anglais, la promesse de révolution se montre encore plus crédible. Seed Space, Fusion, Impact Yoke Geneva. Je ne sais pas ce que ces entreprises élaborent, mais elles m'inspirent l'envie d'investir toutes mes économies dans ces promesses. Lorsque la start-up s'allie au mot technologie, la modernité devient certaine. Elle se fait signe d'avancement, de complexité, d'audace, à tel point que le mot technologie est très prisé. Il est employé à chaque coin de rue, dans le monde de la finance, à celui de l'entretien des immeubles ou de la garde des enfants. Il est préféré au mot technique, qui ne désigne qu'un savoir répétitif et traditionnel. Ainsi, les entreprises du domaine financier s'appellent dorénavant des fintech. Elles se révèlent être des spécialistes de la technologie financière. Indéniable. Les mathématiques appliquées trouvent dans les finances un domaine d'expansion et de développement de la recherche. Et les arrivistes se déguisent en fintech pour mieux piéger le capital flottant. L'innovation demande de la recherche, du temps, de l'argent, de l'investissement. La recherche de la nouveauté s'avère être une prise de risque délicate pour les grandes multinationales qui ont tendance à externaliser le processus de novation. Les centres urbains attirent les entreprises avec la même puissance qu'ils repoussent les industries. L'administration d'une multinationale peut s'établir au cœur d'une ville importante. Ce n'est pas le cas pour ses lieux de production ou de recherche.
Le noyau des grandes agglomérations attire les entreprises pour des raisons logistiques et pour son dynamisme. Alors de quel type de dynamisme s'agit-il? Activité, énergie, information? Probablement. Les start-ups peuvent se permettre de se loger dans les centres-villes plus facilement que les grandes entreprises. Elles occupent peu d'espace comparé aux multinationales. Est-ce à dire que l'avenir de nos rêves se trouve dans les grands centres urbains? Les transhumains au pouvoir. Les transhumanistes sont des animaux ambitieux. Leurs idéaux ne sont pas bon marché. Vie éternelle, cryogénisation, téléchargement sur ordinateur. Ils se politisent et aspirent à une partie du gouvernement. Et pour ce faire, ils transforment leurs utopies majeures en projets mineurs et réalistes capables d'intéresser les masses. Ainsi, le programme de vie éternelle post-cryogénisation a été remplacé par le projet du bonheur pour tous, grâce à l'instauration d'un revenu universel de base. Réalisme politique oblige. Il faut dire que ce projet est en voie de se réaliser en Suisse et dans d'autres pays européens. Lorsque l'être agricole s'est transformé en être bourgeois, il a créé le PT, Parti des travailleurs, qui demandait la garantie de l'emploi et le respect des règles du travail. Avec l'événement de l'hégémonie de l'être urbain, le PT se transmue en parti transhumaniste. Dans quelques années, leurs héritiers pourront sourire à l'idée de télécharger le cerveau sur un ordinateur. Ces vieilles bécanes métalliques dont nous sommes actuellement si fiers pour leur puissance. Un autre matériau plus souple serait plus performant, un bio-ordinateur. Ce serait plus captivant, télécharger l'ordinateur sur le cerveau humain. Ou alors, télécharger mon vieux cerveau dans un jeune cerveau génétiquement modifié. Reste à savoir si cela serait encore moi, et si je souhaiterais vraiment subir une telle mutation dont je ne connaîtrais pas les effets secondaires. Attendons les cobayes. France 42, le trafic précédent, citation évacue par la droite, le vent 42,16, une piste 05 autorisataire. La naissance des transurbains et des plane spotters. L'avènement de l'être transurbain se fait sentir. Ces nomades du futur ne pourront être arrêtés qu'en cas d'épidémie majeure ou de catastrophe écologique. Il existe encore des nomades actuels héritiers d'un autre temps, les Touaregs, les Tziganes, ou les nomades de la mer, ou les diplomates anciens comme les Tziganes, qui sont une forme d'avant-garde de l'être transurbain. Cette cohorte globalisée d'itinérants a été renforcée par les cadres mobiles des multinationales qui insistent parfois pour se paralyser dans une tentative d'enracinement post-transplantation. En 1960, un mot employé au XIXe siècle pour l'organisation militaire commence à être employé pour d'autres types d'organisations et également pour le déplacement des machines qui se dirigent dans toutes les directions. Le mot logistique apparaît juste avant le mot logiciel. Les deux iront de pair concernant le contrôle du trafic routier, ferroviaire, maritime ou aérien. La logistique se transforme en un mot chic. Un camion devient un véhicule de logistique. Nettoyer sa chambre devient une affaire logistique. Chaque chose a sa place, a sa loge, et chaque cerveau calcule seul ou avec l'aide d'un logiciel le trajet des objets. Dans un monde transurbain, la logistique se transforme en affaire d'État. La logistique aérienne devient un défi d'actualité dans la mesure où les objets volants augmentent de façon exponentielle. Drones, avions petits, moyens, immenses, fusées, missiles, satellites. Le calcul est d'autant plus compliqué que dans sa trajectoire, un avion doit prendre en considération ce qui se passe dans l'espace aérien et au sol. Il faut éviter les pays en guerre.
en tout cas les pays ennemis. Il convient d'esquiver les missiles et les avions opposants, mais aussi d'échapper aux avions alliés. Les informations deviennent cruciales. C'est la raison pour laquelle surgissent les plane spotters, militaires, civils, professionnels ou amateurs passionnés, ainsi que les hackers. Ils traquent les mouvements des objets volants. Ils les identifient. Ces experts deviennent militairement nécessaires, donc des cibles potentielles. Pour cela, les aéroports se multiplient, de préférence dans les banlieues, parfois visibles ou carrément ostentatoires, parfois discrets, cachés, camouflés. Les cybermilitants s'intéressent aux plane spotters tout autant que les services secrets. Ma patiente Julia Mistral est une transurbaine à temps partiel, et malgré elle. Elle voyage en Europe pour son travail et elle se fiche des plane spotters, des drones, des logiciels de logistique et de la mobilité mondiale. Elle veut garantir son gagne-pain. Monsieur Piprazol, un représentant de produits pharmaceutiques qui me rendait visite régulièrement, se divertissait en regardant un film de propagande politique. Un bourrage de crâne plaisant. Convenons-en, ce plaisir se révèle inquiétant. Et pourtant, la publicité est élevée au rang de grand art. La propagande politique ne peut se comparer à la publicité. Elle dégage une odeur d'endoctrinement idéologique. Les annonces commerciales répandent déjà un parfum de manipulation psychologique afin de nous convertir en de paisibles consommateurs. Pour d'étranges raisons, nous nous résignons à être utilisés en tant que consommateurs. Pourtant, cela est périlleux politiquement et franchement répugnant. Subir les boissons rafraîchissantes paraît moins menaçant que d'encaisser le pouvoir d'un État. Nous songeons à notre intoxication cérébrale grâce à un commentaire plein d'esprit au sujet du clip réalisé par le gouvernement chinois pour lancer le 13e plan quinquennal. La propagande n'est pas la réalité. Et encore moins la vérité. Pourtant, elle peut devenir source de plaisir. D'autant plus que notre être est issu de la société de masse urbaine de l'après-guerre. Nous pouvons nous rappeler avec nostalgie des publicités en noir-blanc, des produits de consommation de notre enfance, produits disparus qui n'existent plus, mis à part quelques traces dans les musées ou sur YouTube. En Europe, les choses sont relativement différentes des nouveaux mondes. La méfiance de l'être européen envers la publicité s'avère plus grande. Dans les Amériques, la publicité relève de l'environnement. Elle fait partie de la nature, elle mériterait de se trouver protégée par les partis verts d'Amérique et d'Australie. La propagande politique, au contraire des autres, est une affaire de moquerie incisive. L'inquiétude surgit lorsque la doctrine devient un produit comme un autre, ou pire encore, lorsque la propagande politique devient captivante et artistiquement forte. Vendre une idée n'est pas du même ordre que vendre un produit palpable. Le camarade Xi Jinping apparaît dans un clip animé sur fond de culture vidéo pop avec un décor aux couleurs pétantes et bouquet psychédélique sur des musiques de Yellow Submarine ou de Led Zeppelin. Les vertus hypnotiques du 13e plan quinquennal produisent un effet choc sur l'honnête journaliste sans pour autant lui donner envie de s'inscrire au PC chinois. Un 6e sens l'a réveillé et lui a permis d'écrire avec ironie et recul son article, quand bien même le refrain de la musique restait collé à ses neurones. Le soma du meilleur des mondes chinois l'a anesthésié, mais pas endoctriné. Une note destinée aux nouvelles générations, le soma est la drogue hypnopédique du meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
Les illuminations de la science. Dans certaines îles du Pacifique et dans d'autres civilisations tribales en Afrique ou chez les héritiers des peuples précolombiens, le père n'existe pas tel que nous le connaissons. Il s'amuse avec son enfant par gentillesse envers sa femme, tandis que le frère de la mère s'occupe de l'éducation des enfants de sa sœur. Les Na, en Chine, présentent une variante de cette situation. Les femmes de cette ethnie n'ont pas de mari, uniquement des amants. La figure du père est à peine un fantasme ou un fantôme. C'était ainsi avant la globalisation. L'être occidental demeure obsédé par l'existence du père biologique. Héritage ancien de la Rome antique, la reconnaissance de l'enfant par le père reste un moment crucial, dramatique, source d'attente et de traumatisme. Durant des millénaires, l'être pré-européen et ensuite l'être occidental s'est habitué au pater semper incertus est, mater semper certa est. Suite à l'avènement des tests ADN, l'identité du père risque soudainement de devenir absolument certaine et les juges ne se privent pas pour demander un test au père récalcitrant qui souhaite repartir à l'aventure. Par contre, nous entendons rarement un enfant demander un test pour s'assurer que son père est bien son géniteur. Ces enfants peuvent vivre dans l'incertitude, dans l'angoisse ou dans l'acceptation. C'est le cas d'une mère qui a incité sa fille à faire un test de recherche de paternité car elle était curieuse de connaître l'identité du père biologique. Était-ce son mari ou son amant de l'époque ? La mère a suggéré à sa fille de faire le test en vain, car sa fille aimait le père qu'il avait reconnu légalement et toujours élevé. Une autre situation présente un père qui demande un test ADN à sa fille, probablement dans l'espoir d'échapper à l'obligation de payer la pension alimentaire. Sa fille refuse, et de toute façon, il trouve une autre astuce pour se soustraire à sa dette. La génétique n'impose pas la réalité dans les cerveaux curieux. Au contraire, la génétique ouvre les vannes de l'imagination. En Californie, de nouvelles formes de révélation font leur apparition. Suite à une fécondation in vitro, un petit garçon est né porteur du groupe sanguin AB alors que ses parents étaient tous deux du groupe A. Ça aurait été un motif de tragédie pour un esprit de l'Antiquité. Au lieu de consulter les oracles, les esprits urbains du XXIe siècle cherchent l'avis d'un généticien qui, après consultation de ces boules technologiques de cristal, profère « Le père de l'enfant n'est pas tout à fait son père biologique, mais son oncle biologique. » Il livre son hypothèse explicative qui indique un cas de chimère. Lorsque les générations futures prendront connaissance de cet événement, elles pourront sourire face à la complexité de notre science. Notre chaman généticien nous dit qu'il s'agit d'une mutation génétique qui donne au papa 2 ADN distincts. Il explique. La grand-mère paternelle devait être enceinte de jumeaux. Le papa avait un faux jumeau en tant que colocataire de l'utérus de sa génitrice, un jumeau porteur du rhésus sanguin B. Le faux jumeau est décédé, mais ses cellules ont été absorbées par le futur papa et assimilées par l'organisme chimérique porteur d'un double génome. Le père biologique n'est pas le père génétique car son sperme portait les gènes de son frère devenu fantôme, une ombre, au mieux, une hypothèse explicative. Le père légal, social et affectif serait donc l'oncle, tandis que le père génétique ne vit plus. Le père social est 2 en 1. Il est lui-même et son frère. Ainsi, la science apaise les esprits et renforce l'obsession occidentale de supprimer le pater semper incertus est. Une histoire très savante pour dire que le type n'a pas été blousé.
le moyen de transport le plus sûr. Lorsque je prends l'avion, je ne dors pas la veille. J'arrive à l'aéroport dans un état cataleptique et je ressens l'adrénaline à travers le sang baignant mon corps. Je longe la queue pour prendre la carte d'embarquement en regardant attentivement chaque passager. Je les entends rire, détendus. Les enfants courent et pleurent, les vieux se montrent discrets. Je pense à leur vie, à tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à ce moment où ils se retrouvent au même endroit que moi, au même instant, venus des horizons les plus divers, ayant surnagé jusqu'à présent. Ils ne savent pas qu'il s'agit du dernier jour de leur vie et qu'ils se sont retrouvés ensemble juste pour mourir. Pourtant, pour moi, l'avion n'est pas plus insupportable que l'ascenseur ou le siège arrière d'une voiture 3 portes. L'insupportable, c'est de me sentir enfermé et désarmé. Dans une machine volante, ça m'empoisonne encore plus. Je laisse tous les passagers s'engouffrer dans l'avion, ils sont pressés. Je n'en comprends pas la raison. Je m'attarde. Je prolonge. Je traîne. Je m'éternise jusqu'au moment fatidique où le haut-parleur appelle mon nom. Et je me retrouve le dernier à entrer. Avant le décollage, émotion totale. Le cœur qui s'accélère, me traverse la bouche et me provoque des nausées. Je transpire discrètement, la gorge sèche. Ma tête tourne. Je pressens l'évanouissement, les muscles crispés, le visage en feu, fourmillement dans les mains, les ongles enfoncés sur la coudoir. Ainsi se passe le vol sous benzodiazépine, sans aucune goutte d'alcool, les yeux grands ouverts, le corps tendu, impuissant, muet, incapable de répondre aux commentaires des voisins. Je me détends uniquement après l'atterrissage. Épuisé d'avoir dû tenir l'avion en l'air, je fais partie d'un vaste ensemble de consoeurs et de confrères à se sentir plutôt mal à l'aise dans les airs. D'autres scrutent leur environnement dans une situation pareille. Eric Eiffel, mon jeune voisin, évacue son stress par la transpiration, ce qui l'empêche de penser aux catastrophes aériennes, puisque pour lui, les auréoles de sueur sous les bras sont la pire catastrophe qui puisse arriver, sa vulnérabilité devenant ainsi visible à tous les passagers. Ça le fait pester contre les fabricants de chemises et les chercheurs dans le domaine des nouveaux matériaux qui n'inventent pas de chemises anti-transpiration. De façon générale, il évite les avions. Lorsque son patron l'oblige à prendre un vol, il demande un siège près de la sortie de secours, tout en n'étant pas convaincu pour autant. Ainsi, un grand avion qui s'écrase fait la une de la presse. La science se trouve conviée d'urgence afin de pallier l'angoisse collective. Mieux nous connaissons les raisons des accidents, plus nous augmentons les chances d'éviter de nouvelles morts. Je rêve d'un monde sans accident. Le comité intergouvernemental d'aviation MAK se prononce immédiatement, suivi du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, qui vient examiner les débris et les enregistrements du vol. Après chaque crash, les boîtes noires deviennent des stars internationales. Le monde entier entre dans l'intimité du cockpit, dans le drame des pilotes ignorants ou désespérés. Mais les boîtes noires ne révèlent pas que leurs secrets. Un temps de recherche reste indispensable, suivi d'un rituel complexe avant la publication de leur contenu. Entre-temps, nous pouvons spéculer. Attentat terroriste ou erreur humaine? Un problème technologique se produit rarement, sauf s'il s'agit d'un problème de manutention d'une entreprise russe, cubaine ou africaine. Dans le cas de l'avion russe, tombé dans le désert du Sinaï, les suspicions se tournent vers le groupe djihadiste actif dans la région. La station balnéaire de Sharm el-Sheikh, encore une fois,
L'intervention russe en Syrie se trouve mêlée à l'accident. On cherche des traces d'explosifs sur une éventuelle carcasse ouverte. La bombe ou le problème technique. Dans le doute, les classes moyennes annulent leur voyage sur les lignes aériennes russes envers la destination de Sharm el-Sheikh. À l'exception de ceux qui veulent profiter de vols et de destinations bon marché. Mais pour ça, il faut avoir le goût de l'aventure. 8 mois plus tard, nul ne se rappelle de cet accident. Les plages de Sharm el-Sheikh restent vides, plutôt à cause de la série d'attentats terrestres. La xénophobie et l'aversion envers les étrangers étaient traitées encore en 2015 comme des préjugés à combattre. Cette règle de morale n'est plus conseillée depuis la victoire de Trump. Supposons que je réussisse à distinguer le bien du mal mieux que les autres. La barrière qui se mettrait en travers de mon chemin pour convertir l'humanité serait la nécessité de trouver la bonne forme pour mener la masse à se soumettre au devoir et à diriger son action vers le bien. Il s'agirait par exemple de réussir à convaincre les quelques Anglais qui se sentent menacés par les quelques Polonais qui leur piquent leur boulot que tous les Polonais ne sont pas à rejeter. La confrontation avec l'étranger était endémique durant mon enfance. Vers 1966, je devais avoir 8 ans, j'étais au lycée franco-péruvien de Lima avec des enfants d'Europe et d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie, comme le tendre Akeno, avec qui j'échangeais des regards amicaux. L'enseignante nous avait informé que durant 2 jours, nous aurions une maîtresse remplaçante. Il s'agissait probablement de l'entraînement d'une nouvelle institutrice, vu que notre enseignante restait au fond de la salle et prenait des notes. Je ressens encore le profond mal-être qui m'envahit et pris possession de moi durant le laps de temps de cette relève. L'activité de cette intruse m'était absolument insupportable. Je priais. Il s'agissait d'une époque où Dieu existait encore. J'attendais fébrilement qu'elle s'en aille et que Madame Joanneau, ou peut-être était-ce Madame de Pâle, revienne à son poste. Je purgeais une souffrance silencieuse, opaque, imperceptible pour quiconque. Et pourtant, je continuais à obéir. J'étais dressé pour répondre au commandement de celle qui occupait cette place, et je faisais mécaniquement les gestes de ranger mon livre, de prendre mon cahier, d'écrire et de calculer. Mon hostilité face à cette remplaçante était liée au fait que je la considérais comme une occupante plus étrangère que l'enseignante principale, française comme elle. Elle disposait d'un regard plus étranger que le coup d'œil bridé d'Akeno. Le familier, c'est ce à quoi nous sommes attachés. Et l'étranger, c'est celui que nous ne connaissons pas, l'inconnu. La consanguinité n'est pour rien dans la familiarité. Le familier dépend de l'accoutumance et de l'attachement. Et l'habitude n'est pas suffisante pour créer l'attachement. La preuve, mon père et moi. Les années de cohabitation n'ont fait que le rendre à chaque fois plus indigeste. L'habituation est propice à l'affection, mais la liaison dépend encore d'autres facteurs relativement impénétrables. Les cultures compliquent la sociabilité en donnant des signes à des personnes inconnues, et ces attributs déclenchent notre confiance dans certains contextes, entraînant un sentiment d'appartenance à un même groupe, un sentiment de familiarité. La langue, le dialecte surtout, l'accent crée une communauté, une intimité, une affinité qui enflamme le contact de 2 Uriquois qui se retrouvent dans la campagne chinoise. Le bébé accepte de se balader de bras en bras et consent à la présence de personnes inconnues jusqu'à l'âge de 9 mois, lorsque surgit l'angoisse des 9 mois, bien connue des pédiatres.
À ce moment-là, les enfants exigent les bras de leur mère et hurlent à l'approche d'un étranger. L'angoisse des 9 mois est fréquente, mais pas universelle. Certains enfants tolèrent les inconnus. Oui, pas tous, mais certains. Et la morale, ces règles qui distinguent le bien du mal. La capacité de jugement distingue le bien du mal, le bon du mauvais, à travers les règles implicites de la morale. Les mortels se jugent entre eux et nous serons considérés comme bons ou mauvais selon notre capacité de discernement, selon notre façon de séparer l'ivraie du bon grain. Dans le meilleur des cas. Autrement, ce serait du pur préjugé. Or, pour vivre dans un pays considéré comme bon, il vaut mieux que la population soit pleine de qualités. D'où le dilemme de toute société, de tout État, de tout gouvernement. Comment rendre le peuple meilleur? La réponse au Moyen-Âge était le Christ, à travers la foi, la religion catholique et son Église, le chemin du bien était garanti. Aujourd'hui, le verdict glisse vers la science. Les chercheurs et leurs sponsors, dont l'université, l'État, les entreprises et autres mécènes. La régression de ces dernières années me contredit, mais ma question reste valable. Comment les scientifiques comptent-ils nous rendre meilleurs? En intervenant sur notre cerveau, en le stimulant de façon directe et invasive, ou par contiguïté par la voie de l'estomac et des pilules. C'est une réalité actuelle. La médecine rend les sujets meilleurs ou moins mauvais grâce à l'aimable collaboration des psychiatres. Et quelles sont les idées sur lesquelles nous devons agir pour devenir meilleurs? Sur ce point, la palette est large. Elle est parfois sujette à d'âpres débats. La gamme des idées considérées comme bonnes change avec le temps et selon la culture. Nos médias nous conditionnent à travers des métaphores guerrières, de lutte et de combat pour ou contre quelque chose, contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, la pauvreté, et bien sûr contre la destruction de l'environnement ou, disons-nous de manière positive, pour la planète. Sauvons la planète. Ces biens constituent les valeurs morales collectives qui dirigent notre éthique et nos comportements. Nietzsche, Freud, Orwell, Huxley et toute une armée d'écrivains et de scientifiques plus ou moins inconnus ont pointé les dégâts possibles de ces actions humaines au nom du bien et de l'idéal. Les dérèglements du christianisme sont connus. Les croisades, l'Inquisition. Au niveau collectif ou dans la vie quotidienne, ces valeurs s'infiltrent en nous, dans nos rêves, dans notre éducation, dans nos attitudes. Tous les jours, elles se redressent, à chaque moment. Nous connaissons les erreurs des prêtres du Moyen-Âge, des philosophes du XIXe siècle et des psychanalystes du XXe siècle. Maintenant, c'est au tour des neuroscientifiques du XXIe siècle de se pencher sur les formes par lesquelles nous désignons le bien et le mal. La conscience morale constitue l'instrument principal de la lutte contre l'égoïsme et contre les problèmes sociaux. La morale nous dirige vers la responsabilité et la coopération et nous promet des récompenses, non plus dans l'au-delà, mais ici et maintenant, immédiatement, en nous. La récompense viendra la nuit grâce à un sommeil détendu, mérité par une conscience tranquille. Et voilà une mauvaise nouvelle. Les neurosciences confirment une vieille intuition, les jugements moraux ne sont pas le produit de la pensée rationnelle, mais plutôt des réactions instinctives, pulsionnelles, dirions-nous dans nos langues latines. Reste admise l'existence d'une programmation génétique dirigeant les réactions réflexes non réfléchies, irrationnelles et dites instinctives.
Les expériences pour le prouver sont élégantes et bien décrites dans l'article retranscrit par le Courrier international. La trouvaille la plus intéressante se révèle être celle qui permet de distinguer deux modes de délibération morale, un mode automatique et viscéral, l'autre rationnel et réfléchi. La réaction automatique est liée à l'identification avec la souffrance des autres sujets, tandis que la délibération rationnelle permet de se prononcer concernant des problèmes collectifs et sociaux. La réaction automatique est liée au champ de vision, tandis que la réaction rationnelle dépend du champ de la pensée. Comment agir sur notre système dopaminergique et sur nos ganglions de base pour nous rendre meilleurs? On pourrait commencer par la vieille méthode devenue célèbre à travers Orange Mécanique. Prenons l'exemple de ma jeune patiente, Coco Hadid, indifférente envers les humains, mais affectueuse envers les animaux. Elle a récolté un rêve ordinaire. Elle n'a éprouvé aucun mal-être durant le rêve, au contraire. C'est uniquement lorsqu'elle se met à raconter son histoire nocturne, en entendant ses propres mots, qu'elle est parcourue par un frisson et un sentiment étrange. Elle était en train de manger avec ses mains la carcasse d'un petit poulet, plus spécialement sa tête. Elle s'est sentie comme un animal. L'humain se nourrit de protéines, vitamines et glucides, tandis qu'un animal tue et mange un autre animal. Pour améliorer l'espèce humaine, pour la rendre végétarienne et la dégoûter des poulets rôtis, une possibilité serait de lui faire regarder des vidéos sur le mauvais traitement infligé aux animaux. Mais c'est une technique lente, individuelle et complexe. Et selon les évaluations, le taux de réussite n'est pas supérieur à celui de la psychanalyse. Lorsqu'il s'agit de tenter un remodelage en masse de la pensée morale, il faudrait se tourner vers d'autres méthodes. D'autres ont conçu l'idée de faire appel à la fierté des identités collectives afin de susciter la honte collective. Bon, cette méthode s'annonce efficace pour obliger une banque à ne pas investir dans des projets contraires aux droits de l'homme, mais pas assez contraignante pour rendre le Parti républicain adepte de l'interdiction des armes à feu. Definitely, nous ne pouvons pas compter complètement sur la raison pour changer les valeurs des masses ou pour discréditer les collectivités porteuses d'une morale douteuse. Il reste alors l'action directe sur le cerveau en comptant sur les progrès de la biotechnologie. Le citalopram, l'antidépresseur le plus vendu en Suisse, et probablement ailleurs, aurait ainsi la capacité de rendre des personnes moins égoïstes et plus perméables aux douleurs d'autrui. La stimulation du cortex préfrontal médian pourrait réduire les préjugés et les attitudes de ségrégation. Nous attendons toujours la prescription de médicaments antiracisme. Il faudra du temps avant que la FDA puisse approuver la pilule. Il faudra du temps pour que les gouvernements puissent se mettre d'accord pour la mise en œuvre d'un traitement à grande échelle du citalopram dans l'eau potable. Le moment n'est pas encore venu où l'adolescent tyrannique cessera de dire « Tu fais partie de mon groupe et tu devras porter mon sac » ou « Tu n'es plus des nôtres et j'arracherai ta sale veste chaque fois que je verrai ta tronche ». L'article se termine avec une brise de relativisation en remettant en question les projets de trafic des émotions pour créer des robots moraux et faire du piratage moral à travers les médicaments et les stimulations électriques. Le besoin de créer un humain qui soit bon semble plus ancien et plus puissant que les remises en question de ce besoin. Et puis le piratage moral existe depuis la nuit des temps. L'intervention directe sur le cerveau se fait déjà et elle ne constitue qu'une étape précédant l'intervention génétique. L'angoisse des psychiatres. Les psychiatres du XXIe siècle envient avec raison les biologistes du XVIIIe siècle. La classification des maladies psychiatriques du XXIe siècle est d'une imprécision ridicule comparée à la classification des êtres vivants faite par Linné en 1758. Sa
taxinomie était basée sur les comparaisons anatomiques. Vertébrés, invertébrés, mammifères, ovipares, and so on. Darwin a introduit la pensée généalogique en biologie et il a affirmé qu'une classification devait prendre en considération l'origine des espèces. Or, la science de son temps n'avait pas les instruments nécessaires pour mener un tel travail. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle avec la maîtrise des techniques de recherche sur l'ADN pour reconsidérer la classification dérivée de Linné et élaborer une nouvelle classification phylogénétique des vivants. Au moment où la biologie repensait sa taxinomie, les psychiatres se battaient autour du DSM-3. Kernberg fait une longue critique de la classification du DSM-3, qui se trouva être par la suite une classification extrêmement instable, en perpétuelle transformation, depuis Pinel. La métamorphose des classifications psychiatriques envahit avec fureur le début du XXIe siècle à travers le DSM-5. Bien qu'ici ce soit le DSM-4. Mais je compatis avec les psychiatres nécessiteux qui cherchent désespérément des ancrages biologiques pour établir leur classification et pouvoir se sentir en terre ferme comme les sciences de la vie. Mais pour l'instant, le terrain des classifications psychiatriques est basé sur le langage et les comportements, sur une phénoménologie sans espoir de généalogie. Le langage et le comportement ne sont pas comparables à la matière organique, ils ne sont pas saisissables avec les mêmes techniques. L'énigme persiste. Le langage et le comportement se situent entre le corps individuel et le corps social, ce qui devrait permettre aux psychiatres d'échapper à l'emprise des chercheurs sur l'individuel et sur le social. La psychologie s'enracine dans le gouffre qui sépare l'individuel du collectif.